Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée d'aujourd'hui est une femme de vision et de conviction, une artiste complète qui fait dialoguer la caméra et le cœur. Diplômée en art et forte d'une expérience variée en cinéma, théâtre et télévision, elle a également réalisé Les Mains Noires, Procès de l'esclave incendiaire, un moyen-métrage primé, ainsi que plusieurs courts et longs métrages salués par la critique. Elle parle 4 langues, elle danse aussi, mais c'est sans doute celle de l'âme humaine qu'elle maîtrise le mieux, cette langue-là. Devant comme derrière la caméra, elle explore la vérité, la dignité et la beauté de nos histoires collectives. Réalisatrice, productrice et actrice, elle s'est imposée comme une voix incontournable du documentaire québécois avec le mythe de la femme noire, une œuvre coup de poing et coup de cœur à la fois, qui donne la parole à des femmes qu'on a trop souvent définies à leur place. Elle poursuit aujourd'hui cette mission avec La Fête des Pères, un film sensible qui rend hommage à la tendresse masculine et à la présence des pères dans toutes leurs nuances. En plus des nombreux prix et distinctions qui y sont rattachés, et malgré leur rayonnement à travers le monde, ces projets voyagent, mais leur essence demeure universelle. Comprendre, réparer et relier. Ces films éclairent autant qu'ils éveillent. C'est donc avec gratitude que je vous offre ce moment privilégié en compagnie d'Ayana Oshun. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Merci Claudine. C'est Bonjour. magnifique. Bonjour. Oui, Wow. c'est une belle présentation. Ça me touche. Beaucoup, merci. Oui, mais tant mieux si ça correspond vraiment à ton parcours. Parce que c'est vrai que tu as donné la voix. Tes documentaires sont pensés, sont réfléchis. Il y a des buts, il y a des opinions, il y a des idées que tu veux confronter, des tabous aussi. Donc, et ça vient certainement de quelque part. Oui. Ça vient de quelque part. Et ben c'est ça, tu es là pour nous parler de ton parcours. T'as grandi où? Est-ce que tu as des frères, tu as des sœurs? Comment le côté artistique est arrivé dans ta vie aussi? Puis là, tu es rendue productrice, réalisatrice, à vouloir faire des documentaires qui parlent avec une il n'y a pas juste le jeu. Là, on parle de vision, puis de vouloir changer les choses dans notre société. Mm-hmm. Mais je suis née à Montréal, de parents haïtiens. Donc, j'ai grandi ici. Je suis née pas loin d'ici, à l'hôpital Fleury. Et mes parents étant des scientifiques, ma mère infirmière, mon père chimiste, je me disais que j'allais aussi évoluer dans le milieu des sciences. Puis ma mère me disait, tu vas me dépasser, tu vas être médecin. J'ai dit, ah ouais, pourquoi pas, j'aime bien tout ce qui concerne le corps humain, la guérison et tout ça. Puis, rendu au cégep, je me suis rendu compte, en étudiant en sciences, je me suis rendu compte que je n'aimais pas mes cours de sciences, mais que j'adorais mes cours de littérature. J'avais un cours en option en cinéma, j'aimais créer, j'avais le cours de théâtre éventuellement aussi. Et j'écoutais beaucoup de films et j'ai toujours aimé écrire, raconter des histoires. Et un soir, je suis rentrée, je suis allée voir ma mère et j'ai dit, mamie, à l'université, je vais étudier en cinéma. Et elle m'a regardée avec des grands yeux, elle était bouche bée. Puis après quelques secondes, elle a dit quelque chose que très peu de parents racisés diraient. C'est ce que j'allais dire. Oui, effectivement. Elle a dit, fais ce que tu veux. Si tu fais ce que t'aimes, tu vas toujours manger. Donc, vas-y. Et j'étais comme, OK, merci. Donc, j'ai étudié en cinéma à l'université. Et quand je me suis rendue que le cinéma n'était pas seulement un art, mais aussi une industrie, j'ai été étudier au HEC, j'ai fait 2 certificats, un en marketing et un en commerce international, parce que ce que je voulais, c'est créer des films, mais je voulais surtout pouvoir les financer, puis je voulais comprendre c'était quoi le langage des négociations, du pitch et tout ça. Je voulais me mettre à la place des producteurs, distributeurs, diffuseurs, comprendre comment ils pensaient pour pouvoir leur présenter mes films de manière qui pourrait les intéresser.
Et là, tu as quand même une carrière aussi d'actrice. Ah oui, parce que dans mes cours de cinéma à l'université, un de mes profs m'a dit, ben, si tu veux apprendre à réaliser, ben, apprends donc à jouer. Parce que souvent, les réalisateurs, ils ont de la difficulté à diriger les comédiens. Ils voient ça comme des bêtes, puis ils sont insécures. Ben, apprends à jouer, comme ça, tu pourras te mettre à leur place. J'ai dit, OK. Donc, je me suis inscrite à des cours du soir en jeu d'actrice. Et je suis tombée complètement amoureuse de ce métier-là. Puis parce que c'était des cours de formation continue, entre guillemets, je prenais ces cours-là avec des acteurs qui étaient déjà professionnels, qui travaillaient déjà. Donc, je leur ai demandé, ah, ben j'aimerais ça faire ça. Comment est-ce que je fais? Je m'imaginais que ça allait être assez simple parce que c'est des gens qui travaillaient énormément. Puis ils m'ont dit, ben au début, ça te prend un agent. J'ai dit, OK. Où est-ce que je trouve ça un agent? Il dit, ben, appelle l'UDA, demande la liste. L'UDA, c'est l'Union des artistes. Donc, c'est le syndicat des acteurs. Et donc, on m'a donné une liste avec 22 agents. Et j'ai appelé les 22. Donc, j'appelle, bonjour, mon nom est XYZ, je suis comédienne, je prends des cours, puis je me cherche un agent. Et un après l'autre, ils m'ont demandé, es-tu membre de l'UDA? J'ai dit non. Es-tu membre de l'ACTRA? Donc, ça, c'est le syndicat des acteurs anglophones. J'ai dit non. Ben, désolé, on prend seulement les acteurs qui sont membres des unions. OK. Donc, rendu au 21e, je me suis dit, OK, il faut que je modifie mon pitch. Donc, je me rappelle, j'ai dit, bonjour, mon nom est un tel et tel et tel. Je suis une femme noire. À l'époque, il y avait Naomi Campbell, puis Tyra Banks qui étaient populaires. Fait que j'ai dit, OK, ben, je suis un mélange entre Naomi Campbell puis Tyra Banks. Je ne suis pas membre de l'UDA puis de l'ACTRA, mais je vous jure que si vous me choisissez, je vais être membre dans la prochaine année et ensemble, on va faire grandir ma carrière, puis je vous jure que je vais être votre numéro 1. Fait que la 22e m'a dit, OK, viens me voir demain. Donc, la dernière dans la liste. Donc, je suis allée la voir. Puis, on a comme eu un coup de foudre professionnel l'une pour l'autre. On a conversé, puis elle a dit, OK, ben je te prends. Et puis, effectivement, dans l'année qui a suivi, je suis rentrée dans l'Union, j'ai booké mes premiers rôles. Comme quoi la rencontre, premièrement, tout d'abord, comme tu disais, le pitch de vente, des fois, juste de reformuler ça d'une façon autre, ça peut tout changer. Oui. Ce qui est particulier de ce côté-là, c'est que quelqu'un qui commence, ben, doit avoir des rôles pour faire de l'UDA, être dans l'UDA, Oui. doit accumuler justement là, Des crédits. des crédits pour être membre de l'UDA. Donc, s'il n'y a pas l'opportunité, c'est difficile, ardu, mais là, au moins, tu as pu changer ton discours et tu as pu y arriver. Puis ça, il faut l'avoir, ça, en soi, là, ce côté-là de vouloir changer, justement, ne serait-ce qu'un discours. Puis il y en a qui ne se seraient pas rendus au 22e appel. Au 5e, je dirais, ben là, OK, parfait, ça ne marche plus. Oui. Ben, je pense que c'est ma mère, qui est une femme fonceuse, qui est une femme qui a travaillé très fort. Vous savez, ma mère, quand elle est arrivée ici, elle est arrivée au Québec à 18 ans. C'est son père qui l'avait envoyée ici pour faire ses études au cégep. Puis voilà, elle a évolué. Quand elle m'a eue, elle était secrétaire quelque part, puis elle travaillait en même temps dans les manufactures. Donc, c'est une femme qui a beaucoup travaillé, beaucoup d'heures pour survenir à mes besoins, puis à celui de ma sœur et à ceux de ma sœur. Et elle a voulu nous mettre à l'école privée. Elle n'avait pas nécessairement les revenus pour ça. Donc, elle s'est mise à étudier pour devenir infirmière. Donc, je me rappelle que pendant que j'étais à l'école, elle, non seulement elle travaillait toute la journée, mais le soir, elle étudiait à temps partiel pour devenir infirmière. Donc, elle a étudié au cégep. Après, elle a fait un bac également. Et puis, par la suite, je me rappelle, elle travaillait des doubles shifts, donc des 16 heures par jour pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de ma sœur. Puis, elle voulait être sûre qu'on ne manque de rien. Donc, elle nous a inscrits à toutes sortes de cours qu'on aimait. De musique, de danse et tout ça. Alors, moi, c'est l'exemple que j'ai eu toute ma vie. Et étant donné que pendant une grande partie de ma vie, ma motivation, une des motivations intérieures, c'était je vais lui montrer à ma mère qu'elle a eu raison d'investir en moi. Puis de croire en mon rêve. Et de croire en au mon lieu rêve. d'essayer de le restreindre. Exactement. Donc, c'est ça qui m'a donné aussi la force de pouvoir dire non, je vais essayer une autre manière. Je me rappelle,
j'ai fait beaucoup de cours de développement personnel il y a de nombreuses années. Puis à un moment donné, dans un des cours, c'était en anglais, là, c'était peu importe le but que tu essaies d'atteindre, c'était over, under, around or through. Mm. Donc, que ce soit en haut, en bas, de côté, en plein milieu, fais ce qu'il faut faire. Fait que si la porte ne marche pas, passe par la fenêtre. Si la fenêtre ne marche pas, creuse un trou. Fais ce qu'il faut faire pour que ça puisse Arriver. fonctionner. Parce que quand ton but est ben, noble, Mm. bienveillant, tu sais, c'est pas quelque chose qui fait du mal à personne. Pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas tout de ton côté pour que ça marche? Mhm. Puis, ma mère aujourd'hui est décédée. Elle est décédée il y a 2 ans. Puis, avant de partir, elle m'a dit à quel point elle était fière de ce que j'avais accompli. Mm. Puis ça, vraiment, c'est comme un baume pour moi. Puis c'est ça qui me permet de continuer parce que tout l'amour et les ressources qu'elle m'a données pour que je sois là aujourd'hui, je veux continuer à marcher ce chemin-là puis pouvoir donner au suivant. Puis j'ai aussi conscience de mon histoire. Mis à part ma mère, il y a ma grand-mère, puis il y a tous mes ancêtres. J'adore l'histoire, donc j'ai étudié l'histoire d'Haïti. Avant Haïti, il y avait tout ce groupe de personnes africaines qu'on a amenées en Haïti pour les rendre esclaves, pour travailler le travail de la terre. Ensuite, il y a eu la guerre d'indépendance. Donc, j'ai en moi toutes ces histoires-là, toutes ces histoires de guerriers quelque part, que ce soit pour la communauté ou pour leur vie personnelle. Avec l'instinct de survie. Exactement, exactement. Donc, c'est ça qui me permet d'avoir ces ressources intérieures. Puis tous les exemples aussi, c'est-à-dire que, bon, j'ai dit que j'adorais l'histoire, mais je lis énormément de biographies, ou je regarde beaucoup de documentaires surtout, de biographies. Donc, quand on parle de gens comme Nelson Mandela, Martin Luther King, tous ces gens-là, je me dis, ces gens-là ont existé sur la planète. Donc, pourquoi est-ce que je ne ferais pas tout, moi, de mon côté, dans mon petit carré de sable, pour essayer d'améliorer mon sort puis de ceux autour de moi? Parce qu'eux, ils ont réussi pour des nations. Oui, c'est ça. C'est effectivement pas juste pour une communauté, pour des nations, mais ça perdure, puis même s'ils sont plus là, sont encore là. C'est de changer et de laisser des traces aussi. Oui. Alors ça t'a habité parce que justement, là, tu as joué tout ça, mais là, tu es rendu, tu produis, tu réalises avec des sujets qui t'interpellent. C'est ça qui t'a amené vers là? À quel moment la réalisation et la production est arrivée dans ta vie? Ben, parce que quand j'ai voulu commencer à réaliser des films, donc ça prend des producteurs, et je suis allée voir quelques producteurs pour pitcher mes projets, puis ils me disaient, bon, ben, corrige ça, bon, éventuellement on ira en développement, on va déposer, donc après une couple d'années, si ça va bien, là tu pourras faire ton film. Et ce ne sont pas des réponses qui me plaisaient parce que je me disais, OK, ben là, je ne vais pas faire mon premier film. À 43 ans. Bon, alors je me suis dit, ben, je vais le faire moi-même. C'est pas si compliqué que ça à produire, il me semble. Puis à l'époque, c'était des courts-métrages. Et donc, j'ai produit moi-même. Puis il y a ma sœur, Bianca, qui a suivi le même chemin que moi. Donc, on a travaillé ensemble comme productrice. Donc, il y a des projets qu'on écrivait ensemble. Après, on s'est mis à produire. Puis, donc, le premier film, je pense qu'il durait 10 minutes. Après, on a mis à des festivals. Oh, ça marche bien. OK, on en fait un autre. Puis, c'est comme ça, petit à petit, qu'on a pu évoluer dans l'industrie. Donc, quand j'ai fait mon premier documentaire qui s'appelle Les Mains Noires, ça, c'est un film qu'on a aussi produit nous-mêmes. Par contre, vu que c'est un film plus long, on avait besoin d'un diffuseur. Donc, Les Mains Noires, c'est l'histoire d'Angélique. C'est une femme esclave qui a vraiment existé en 1734 à Montréal. Elle a été accusée d'avoir incendié la ville. Et il y a eu un long procès. Et à la suite de ce long procès-là, on l'a pendue et brûlée. Puis, ce que j'ai trouvé fascinant de cette histoire-là, c'est d'abord qu'il y ait eu des esclaves ici. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je ne l'ai pas coupé, mais j'allais dire, on pense que ça s'est passé, Racine et compagnie, on pense que, mais que ça ne s'est pas passé à Montréal. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Là. Exact. Moi-même, je ne le savais pas. Donc, je me suis dit, OK, donc
Puis cette femme-là, ce que j'aimais, c'est qu'elle était une rebelle. Donc, c'est une femme qui, oui, était esclave, mais qui a refusé sa place de femme et de femme noire dans une société qui disait que être femme puis être noire en plus, c'était pas grand-chose. Donc, il fallait qu'elle soit esclave. Donc, elle faisait le ménage quand ça y tentait. Elle répondait à sa propriétaire. Elle allait boire à la taverne le soir. Elle avait un amant blanc alors que c'était interdit à cause du code noir. Donc, je me suis dit, waouh, quel personnage! Donc, dans un premier temps, je me suis dit, ben, j'aimerais ça raconter cette histoire-là à travers le théâtre. Donc, j'ai coproduit cette pièce-là avec une boîte de théâtre à qui j'ai été pitcher le projet. Ils ont dit, OK, on va le faire. Puis le théâtre, c'est beaucoup moins coûteux que le film. Je me suis dit, OK, c'est super. Donc, on l'a fait. Ça s'est très bien passé. Mais le théâtre, ça ne laisse pas de traces. Donc, on l'a présenté pendant 3 semaines, puis après, c'est fini. Puis, on avait des demandes pour faire des tournées, mais on était 7 comédiens, certains avec d'autres engagements, puis ça ne marchait plus. Alors, ma soeur m'a dit, mais on pourrait filmer le théâtre, puis après, on pourrait le distribuer aux gens qui voulaient connaître cette histoire-là, dans les écoles ou ailleurs. Puis j'ai dit, OK, ben, filmons la pièce de théâtre. Fait qu'on on l'a filmée, mais de manière très cinématographique. Et par la suite, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, on va interviewer des historiens sur le sujet. Donc, j'ai interviewé Denise Beaugrand-Champagne, qui a écrit un super livre sur le sujet. Il y avait Paul Fémio-Brown, un autre historien. Il y avait des historiens associés à un musée. En tout cas, puis à la fin, ça a donné ce film hybride qui est entre théâtre et documentaire. Mais vu qu'on n'avait pas d'argent pour le finir, ça prenait un diffuseur. Donc, on s'est dit, ben, il me semble que Radio-Canada, ce serait leur genre. Donc, on appelle... Think big. Voilà, c'est ça. Donc, on appelle Radio-Canada. Bon, évidemment, on est bloqué. On dit, OK, comment on va faire? Puis là, on entend parler d'un festival qui s'appelle les RIDM. Donc, c'est Rencontre internationale du documentaire de Montréal. Et ça a lieu au mois de novembre de chaque année. Et ils ont un marché. Et dans ce marché-là, il y a plein de diffuseurs qui viennent. Puis, on a 10 minutes pour leur pitcher un projet. Donc, ça prend un rendez-vous. Donc, on s'est inscrit. Puis, on n'est pas arrivé à avoir un rendez-vous avec Radio-Canada parce qu'ils étaient complets. Donc, on l'a surveillé. À la fin de la journée, le monsieur est passé. Là, on l'a attrapé alors qu'il allait aux toilettes. Allô? Voilà, on aimerait te pitcher ce projet-là. Il dit OK. Là, on lui pitch ça en 30 secondes. Il dit OK. En 2 aiguilles noires. Voilà, c'est ça. OK, il dit OK, ben voici ma carte. Appelez ma secrétaire, on prendra rendez-vous. Puis bon. Donc, on appelle. On a finalement rendez-vous 3 ou 4 mois plus tard. Donc, il est là avec son associé. On lui montre des extraits de ce qu'on a fait. Il dit, OK, c'est intéressant. OK, on vous revient. Puis finalement, ils ont accepté. Donc, on a pu avoir notre premier projet professionnel, si on veut, avec Radio-Canada. Puis ça a été diffusé à la télé. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à produire des documentaires. Elle est arrivée, après ça, ça suit avec le mythe de la femme noire, c'est ça? Ou il y a autre chose entre? Et non, il n'y a rien entre. Okay. Donc, il y a un délai entre parce que le mythe de la femme noire, après Les Mains noires, quand je le pitchais, les gens ne comprenaient pas. À l'époque, on parle de 2013 à peu près. Parce que, bon, le mythe de la femme noire, c'est un documentaire qui traite des stéréotypes associés aux femmes noires en Occident, dans les médias en particulier, et comment ces stéréotypes affectent la vie des femmes noires dans la vie de tous les jours. Et donc, on était retourné au RIDM, au festival, pour pitcher, et les diffuseurs nous disaient, ouais, ben... En tout cas, ils me challengeaient beaucoup sur ces stéréotypes. Qu'est-ce que ça va avoir comme image ou comme impact sur la société? Exact. Puis ils étaient plus ou moins chauds à l'idée que ces stéréotypes-là avaient des vraies conséquences. Puis ils disaient, bof, c'est pas vrai, vraiment. En tout cas, je me faisais beaucoup challenger par rapport à ces stéréotypes-là et par rapport aux histoires de ces femmes-là que je voulais raconter. Mais c'était une autre époque. Et parallèlement à ça, je faisais des demandes à la SODEC. Puis il y avait le programme Jeunes créateurs, on déposait. Puis là aussi, il y avait un son de cloche équivalent qui disait « Ouais, ben, c'est intéressant, mais c'est quand même extrêmement spécifique comme sujet, très niché. » Entre autres comme commentaire. Et donc, après 3 dépôts à la SODEC, on ne peut plus y redéposer. Donc, étant donné... Pas 3 refus, je devrais dire. OK. Donc, ma sœur et moi, on a mis le film sur une tablette.
Et en 2018 à peu près, euh, ce projet-là quand même continue à m'habiter. Puis, il y a des choses qui arrivaient dans ma vie personnelle qui me disaient que ce projet-là était super pertinent. Puis, je suis tombée sur un article d'une femme française, noire, Amandine Gay, qui disait que elle avait réussi à faire un film qui parlait des femmes noires en France et en Belgique, puis que à force de faire des dépôts, elle aussi un peu partout en France, des soumissions, que ça ne marchait pas. Donc, elle avait décidé de faire son film grâce au sociofinancement. Donc, elle avait mis son projet sur une plateforme, les gens avaient donné de l'argent, puis petit à petit, avec les années, elle avait fini par faire son film. Puis, c'était tellement un bel article, je me suis dit, OK, fait qu'elle, elle a réussi à faire son film Oui. juste par la force Mhm. de sa foi Ta conviction. et de sa conviction. J'ai dit, alors pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Alors, j'ai regardé ma sœur, Bianca, je lui ai dit, OK, on fait ça. Elle dit, quoi, on fait du socio-financement? J'ai dit, ben, toi et moi, on a une carte de crédit. Elle dit, ouais, ça va être ça. Ça va être financé par notre carte de crédit. Puis je dis, mais d'après moi, on va réussir éventuellement à trouver des sous, peut-être pour la dernière phase du film, en post-production. Une fois qu'on aura les images, peut-être qu'ils auront compris ce qu'on voulait faire. Mm. Donc, OK. Donc, j'ai commencé à filmer des entrevues. Après, on a mis ça bout à bout. Puis éventuellement, dans l'industrie, est arrivé un diffuseur qui s'appelle Natif TV. Donc, c'est un homme d'origine haïtienne qui s'est dit que lui, il allait ouvrir ce poste de télévision-là pour que les personnes qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas de voix, donc en particulièrement les personnes racisées dans l'industrie générale, il dit, ben, venez me voir. Puis, donc, je l'ai rencontré pendant un 5 à 7 5 à 7 de Alia. C'est une alliance des femmes dans le cinéma. Fait qu'il disait, oui, ben, mon nom est tel, je sors Natif TV bientôt, puis venez me voir si vous voulez. Puis moi, je suis l'une des seules qui est allée le voir, puis avec Bianca, puis je lui ai dit, avez-vous une licence du CRTC? Il dit, oui, bien sûr. Parce qu'un diffuseur qui a une licence du CRTC, ça nous permet d'aller trouver du financement ailleurs. Donc, c'est un levier important. Et il a dit, oui, bien sûr. Puis après, j'ai pitché le projet. Il dit, je comprends ce que tu veux faire parce que j'ai une sœur, j'ai une mère, je sais de quoi tu parles, viens me voir. Donc, on a eu un rendez-vous. Il nous a donné une lettre. Avec cette lettre-là, on a pu redéposer à la SODEC et à Téléfilm Canada. Et parallèlement à ça, on parle de 2020, il y a eu la mort de George Floyd. Et tout à coup, à travers le monde, il y a des conversations nouvelles qui ont eu lieu. On s'est dit, et au Québec également, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de ces histoires-là? Comment ça se fait qu'il y a toute une partie de la population dont on n'entend jamais parler, à part, bon, dans des cas très spécifiques, dans les histoires de gangs de rue. Gang de rue, c'est ouais, ça que j'allais dire, gang de rue, vol de dé, ouais, c'est ça, exactement. Et tout à coup, il y a eu une demande pour avoir ce genre d'histoire-là. Donc, tout ça réuni a fait qu'on a pu avoir le financement pour finir le film, Le mythe de la femme noire. Donc, il est sorti au RIDM, ce fameux festival que j'adore, en 2022. Il a gagné un prix, le prix Magnus Isaacson, du meilleur film de la relève avec une conscience sociale. Et en 2023, il est sorti au Québec, en février 2023. Et pour l'année 2023, c'est le documentaire qui a eu le plus de box-office. Donc, pour un film qu'on disait qui était trop niché, le fait que les gens soient allés le voir, et pas seulement des femmes noires. Non. Des femmes en général, des hommes également, parce qu'ils se sont reconnus dans ce discours-là, dans le discours de femmes qui prenaient la parole puis qui disaient les stéréotypes, ça a comme effet dans ma vie. Puis comme femmes, on est toutes sujettes à stéréotypes. Puis les hommes qui sont venus, souvent c'est les femmes qui leur disent viens voir ça avec moi, je l'ai déjà vu, viens voir, on a une conversation à avoir. Ça a donné lieu à des choses magnifiques. J'ai fait plein de questions-réponses. Puis, mais juste pour vous le dire, les 3 stéréotypes dont le documentaire parle, c'est Jézabel, donc le stéréotype de la femme noire hypersexualisée, la nounou, donc celle qui prend soin de tout le monde, et la femme noire en colère. Donc, c'est tous des stéréotypes qu'on trouve dans d'autres communautés et d'autres cultures.
Et c'était magnifique, les réponses que le film a provoquées, les conversations ça a provoqué, les dialogues dans les familles, dans les salles de cinéma. C'était magnifique. Je me rappelle en particulier de cet homme que sa femme a amené. À la fin, il a levé sa main dans le question-réponse. Puis après, au lieu de parler, il s'est mis à pleurer. Puis il s'est mis à dire à sa femme à quel point il était désolé parce qu'il n'avait pas reconnu que ce dont elle se plaignait dans leur famille était valide. Mais en voyant 21 femmes sur un écran raconter leur vie, tout à coup, ça l'a frappé. Un des stéréotypes dont on parle dans le film, c'est le potomitan. Donc, c'est cette femme qui est forte, qui est inébranlable, qui est invulnérable et qui peut tout prendre. Et sa femme se plaignait souvent d'être seule dans la famille, avec les enfants, avec les tâches, elle se plaignait beaucoup de cette charge mentale et physique qu'elle avait. Puis lui, dans sa tête, il se disait, parce que possiblement que sa mère a fait la même chose à lui, puis c'est sa grand-mère. Exactement. Puis c'est un stéréotype persistant, celui-là, parce qu'il est vu comme positif. Puis là, tout à coup, il a réalisé ça, puis il s'est excusé auprès de sa femme, puis il dit, ben, je vais faire mieux, puis je vais être là avec toi. Bon, c'est un début de conversation, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, mais cette réalisation-là, je l'ai trouvée magnifique. Oui, parce qu'effectivement, c'est ça, puis de dénoncer ça, parce que c'est ce que tu voulais faire dans ton film. Puis est-ce qu'il y a eu des répercussions? Qu'est-ce que toi, dans ta famille, à toi, qu'est-ce que ça a apporté, ce film-là? Ben, ma mère, à la fin de sa vie, elle a regardé le film 3-4 fois. Puis, à chaque fois, elle trouvait quelque chose à dire, quelque chose qu'elle n'avait pas entendu auparavant. Puis, j'ai trouvé ça magnifique parce que ma femme, c'était une potomitan. C'était une femme forte que j'ai rarement vue pleurer. Ta maman? Oui, ma maman. Je l'ai vue pleurer quand son père est mort. Je l'ai vue s'énerver, mais toujours, elle était cette poutre dans la famille. Cette personne auprès de qui tout le monde se rassemblait. Puis quand il y avait un problème, c'est elle qui était là, puis c'est elle qui soutenait tout, que ce soit dans la famille, à l'église, elle avait un rôle à l'église où elle allait, à l'hôpital où elle travaillait vu qu'elle était infirmière. Donc, c'était cette femme extraordinaire qui dégageait énormément. Donc, quand elle a vu le film, puis qu'elle s'est rendue compte qu'il y a toute une nouvelle génération qui avait un discours autre, qui disait que c'est correct de pleurer, c'est correct de montrer ses vulnérabilités, qu'il y avait une force là-dedans, que c'était correct de vouloir guérir de ces traumas personnels et ces traumas intergénérationnels également. Il y a quelque chose qui l'a énormément touché là-dedans. Puis c'est un film avec des femmes de 20 ans, puis des femmes de 70 ans. Donc, il y a plusieurs générations de femmes. Puis quand elle les entendait, elle se disait « Ah, wow! » Puis j'ai vu que ça la travaillait. Puis j'ai vu que elle aurait eu tellement à dire, qu'elle aurait eu tellement à changer. C'était pas décédé, là, mais j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il y a comme, j'ai l'impression, une sorte de paix qui s'est installée. Puis c'est le dernier mot qu'elle a dit. Le monde est... Ma fille est en train de changer un peu le monde à sa façon. Ouais. Bon, dans mon carré de sable, comme j'ai dit. Mais un des derniers mots qu'elle a dit, c'est qu'on lui a demandé qu'est-ce qu'elle désirait. Elle a dit la paix. Puis j'ai trouvé ça magnifique parce que cette paix-là, je pense que c'est, étant donné qu'elle s'est battue toute sa vie, elle voulait juste souffler. Oui, c'est ça, souffler. Puis il y a beaucoup de femmes, on ne se donne pas cette opportunité-là de juste... Tout le monde va continuer avec ou sans nous. À un moment donné, il faut réaliser que... Oui, mais en tout cas, s'ils ne veulent pas, ils vont s'arranger pour. On va devoir s'organiser. À un moment donné, on va lâcher prise, puis organisez-vous. Exact. Quels sont les impacts différents ou comment je pourrais dire, les réactions différentes que tu as vues selon les différentes générations, justement, des femmes de ta communauté qui ont vu le film? C'était assez, je dirais, contrairement à ce que je pensais au départ, c'était assez similaire. Par contre, chez les plus jeunes, ce que j'ai entendu, je me rappelle, il y a un moment donné, il y a un cégep qui est venu voir le film. Puis la première qui a levé la main pour le question-réponse, c'était une jeune fille noire, donc 18 ans. Puis la professeure m'a dit par la suite qu'elle était surprise parce que c'est la femme qui ne parlait jamais en classe. Donc le fait qu'elle ait levé sa main en premier pour parler, c'était magnifique.
Puis, ce qu'elle a dit, c'était prenant. Ce qu'elle a dit, c'est, je pensais devenir folle. Je le disais à personne, mais tout ce que je vivais dans ma vie, j'avais peur que si j'en parlais, les gens ne me croiraient pas. Alors, de voir un film où il y a 21 femmes qui me parlent d'expériences diverses, mais dans lesquelles je me suis tellement reconnue, mon Dieu, je ne suis pas folle. Puis je suis en train de devenir une de ces femmes parce qu'à 18 ans, elle était dans un moule qui était en train de la façonner comme ça. Exact, exact. Puis après, elle s'est rendue compte que ces images-là, ce n'était pas elle, puis que ce qu'elle vivait en termes de microagression, en termes de situations conflictuelles, que ce n'était pas seulement dans sa tête, Non. que c'était vrai, puis qu'il y avait des mots associés à ça, qu'il y avait des gens qui avaient travaillé là-dessus, que ces 21 femmes-là avaient traversé ces obstacles-là, puis donnaient des pistes de solutions. Alors, elle a dit, ben, maintenant que je sais ça, je peux commencer à travailler là-dessus, puis moi aussi dans ma vie, commencer à déconstruire ces stéréotypes pour moi-même. Il y avait un combat générationnel qu'elle vivait à l'intérieur d'elle, un moule qui est en train de se mettre en carcan autour d'elle, puis versus de sa jeunesse, de ses 18 ans, de dire, attends, c'est pas dans le monde dans lequel je suis, tu sais, je suis plus à l'ère de ma grand-mère, pas de mes ancêtres non plus. Exact. Donc, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça a perduré dans le temps, puis que ça perdure, ça? Les stéréotypes? Oui, c'est ça. Entre autres? C'est une large question parce qu'en fait, quand on parle du stéréotype de la femme hypersexualisée ou de la nounou ou de la femme en colère, ça fait partie quasiment des archétypes de l'humanité. Je veux dire, depuis le début des temps, on met les femmes dans 3 catégories. C'est, excusez l'expression, c'est la pute, la mère puis la vierge. La maudite folle. Et la maudite folle, exactement. On est en colère, on n'a pas des opinions, on est des maudites folles. Ben oui, on a des hormones. Oui, c'est ça, on est menstrué, t'es-tu dans ta semaine, tu sais, c'est des commentaires, ça en est, ça, des... Exact. Donc, je pense que comme femme, ce sont des choses avec lesquelles on est avec ces archétypes-là de l'humanité qui sont juste là. Oui, c'est vrai, parce que, tu sais, je dis à la blague, on est jeune, si on est réactif ou on a une opinion, il faut dire, coudonc, t'es-tu menstrué? Mais on s'en sort pas, parce que quand on n'est plus menstrué puis on est en ménopause, on sait bien, c'est sa préménopause, c'est sa ménopause. Exact. On s'en sort pas. C'est une manière de nous faire taire. Oui. Parce qu'à partir du moment où on dit, ah, ben c'est les hormones, on n'a plus besoin d'écouter. On sait que c'est quelque chose de physique qui a lieu en toi. Ça l'a parlé, là. Exact. Alors que de vraiment écouter, c'est se remettre en question et amorcer une conversation. Puis de reconnaître l'autre aussi. Parce que souvent, ces mêmes paroles-là pourraient sortir de la bouche d'un homme ou de quelqu'un qu'on idolâtre ou quoi que ce soit, puis ça va prendre un sens... Un autre impact, exactement. Un autre impact. Tu disais, j'adore mon rôle d'actrice, je tombe en amour avec ça. C'est quoi, qu'est-ce qui te nourrit plus, possiblement plus? J'ai déjà possiblement la réponse au niveau des productions que tu fais. Après ça, tu as touché aux femmes, mais là, après ça, il y a quand même la fête des pères. Oui. Là, c'est terminé. Qu'est-ce que tu as voulu aller chercher à la fête des pères et qu'est-ce que tu as pu... réaliser là, dans le vrai sens du terme, parce que tu as fait la réalisation aussi, mais par rapport parce que les hommes haïtiens aussi, là, ou les pères en général, la relation père, ça aussi, c'est tout un sujet important. La fête des pères est née d'un constat. Donc, je suis née d'une mère... j'ai été élevée par ma mère monoparentale. Mon père est parti de ma famille quand j'avais 2 ans. Et en grandissant, j'ai réalisé que, bon, il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas de père à l'école, bon. Mais au fur et à mesure que j'étudie puis que j'ai regardé la question, j'ai réalisé que en Amérique du Nord, c'est 50% des familles noires qui sont sans père, donc qui sont avec mère monoparentale. Par rapport à la population générale, c'est 20%. Alors, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi c'est 2 fois et demi quasiment plus élevé. Donc, j'ai fait des recherches, j'adore faire des recherches. Donc, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Puis, j'ai aussi parlé à mon père. J'ai interviewé mon père à ce sujet-là. Il ne voulait pas être dans le documentaire, donc ça a été une entrevue personnelle.
parce qu'il voulait m'expliquer certaines choses. Et donc, il m'a expliqué la relation avec ma mère, que ça allait pas. Je lui ai dit, OK, c'est correct, mais c'est quoi le lien avec moi? Parce que tu es partie de ma vie aussi. Puis, à ma grande surprise, il m'a dit que non seulement il ne considère pas qu'il a été un père absent, mais qu'en plus, qu'il fallait aussi que je prenne en compte l'histoire et la sociologie autour des hommes noirs. Donc, j'ai étudié cette question-là aussi. Puis, j'ai aussi regardé en moi, puis en d'autres aussi, c'était quoi l'impact de l'absence du père dans ma vie puis dans la vie de d'autres. Fait que La Fête des Pères, c'est un film bicéphale, je dirais. Donc, d'un côté, il y a cette quête personnelle de la fille qui veut comprendre son père, puis chemin faisant, je vais à la rencontre de d'autres femmes qui ont vécu sans père. Puis j'ai voulu aller du côté des femmes parce qu'il y a plein de films et de livres qui ont étudié la question père-fils, mais la question père-fille, beaucoup, beaucoup, beaucoup Puis moins. pourtant, le complexe d'Oedipe, tout ça, puis Exact, la exact. fille à son papa. Oui, Pourtant, oui, ouais. oui. Mais il y a eu le gros succès du livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué. Ça, c'était un best-seller mondial. Il y a eu plein de choses avec les conséquences que ça a pour les fils. Mais pour les filles, je dis, j'ai lu beaucoup de choses là, puis j'ai regardé beaucoup de choses. Le pourcentage est beaucoup plus faible. Donc, je me suis dit, j'allais focuser sur les relations père-fille, sachant qu'il y a quand même des similarités avec les relations père-fils en termes de conséquences. Et j'allais regarder de l'autre côté, c'était quoi l'histoire avec un grand H derrière ça? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, les chiffres sont comme ça? D'où est-ce que ça vient? Donc, c'est un film qui a été tourné au Canada puis en Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe, il y avait des experts sur le côté histoire. Et j'ai réalisé que le contexte social et historique avait effectivement une conséquence sur l'absence des pères. Ça n'excuse pas tout, bien sûr. Mais un des exemples qu'un historien relate dans le film, c'est le fait qu'à l'époque de la traite négrière qu'on appelle, donc quand les esclaves ont été amenés, entre autres, aux Caraïbes, les familles étaient séparées. Parce qu'une famille unie, c'est une famille forte qui peut éventuellement faire des révolutions. On ne veut pas ça. Donc, on interdisait aux esclaves de faire famille et les hommes étaient vus comme des géniteurs, étaient traités comme des géniteurs et ils devaient rendre enceintes plusieurs femmes esclaves et puis après, ils étaient retirés. Donc, la paternité de ces enfants-là, ce n'était pas leur géniteur, c'était le propriétaire de la plantation. Donc, dès le départ, cette relation père-enfant a été brisée pendant 400 ans. Donc, à la fin, quand l'esclavage a été aboli, on a demandé à ces hommes-là, OK, maintenant, vous êtes des pères? Ben non. Allez vous occuper de vos enfants. Ben non. Non seulement l'habitude avait été, la culture avait été établie, mais en plus, il y a beaucoup de sociétés africaines qui ne pratiquent pas qui sont polygames, grosso modo. Dans le film, notre historien parle de polyconjugalité. Donc, dans certaines sociétés ouest-africaines, c'est ce genre de famille-là, la famille élargie qui est prise. Dans nos sociétés occidentales, c'est la famille nucléaire. Mais la famille nucléaire, ce n'est pas le seul modèle à travers le monde. Il y a différents types de familles un peu partout. Et ces gens, par exemple en Guadeloupe où je suis allée, n'étaient pas nécessairement d'accord avec, par exemple, l'exemple de la famille nucléaire. Donc, on voit non seulement une lutte des civilisations, une lutte d'une manière de faire famille, et en plus, il y avait toute l'histoire des esclaves qui a fait que les familles sont encore brisées. Donc ça, c'est parmi une des explications qu'il y a dans le film. Super intéressant. Et à côté de ça, il y a ces 5 femmes dans le documentaire qui parlent de leur manque de leur père, des conséquences que ça a eu dans leur vie. Je sais que pour moi, par exemple, la valorisation de ma personne, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. Dans mes relations amoureuses, au départ, j'étais souvent en relation avec des hommes qui étaient indisponibles émotionnellement, indisponibles physiquement, donc des relations à distance. Puis, c'est à force de faire le travail sur moi que j'ai réalisé que inconsciemment, j'étais attirée quelque part
part Une se relation semblable, exact, ben, inexistante ou exact, ou pas existante qui avec. ressemblait à la relation que j'ai établie avec mon père. Donc, c'est une relation d'absence. Euh, donc, ça a pris un gros travail sur moi pendant des années pour briser ce schéma inconscient que j'avais. Et à travers les recherches, mon, mon lien avec mon père a pu guérir parce qu'en fait, ce que j'ai fait le deuil de l'image de ce père idéalisé. J'ai pu être en relation avec l'homme qu'il était vraiment. Puis, il était en relation avec ma mère, ça n'a pas marché, il est parti. Puis, il fonctionnait avec ses propres schémas, ses propres manières de se comporter. Et son bagage. Exact, son bagage familial. Ouais. Et parce que c'est vrai qu'en Haïti, c'est le village qui élève l'enfant, mais ici, c'est pas possible. On est beaucoup trop occupés Mhm. pour que tout un quartier s'occupe Mhm. des enfants. Mhm. Donc, je l'ai compris quelque part et j'ai pu l'aimer pour l'homme qu'il était. Est-ce il est présent encore dans ta vie? Est-ce il suit un peu ce que tu fais aussi? Ouais. Ben, il est décédé il y a un mois. Ah, oh, Ouais, sincères condoléances. ouais, OK. merci, merci. Mais avant la fin de sa vie, oui, on a pu se réconcilier et on a pu ben, faire la paix, faire la paix. Puis dans le film La Fête des Pères, il y a une lettre que je lis à mon père, qui est une vraie lettre que j'ai vraiment lue à mon père il y a une dizaine d'années. Et c'est suite à la lecture de cette lettre-là que notre relation a pu évoluer. Parce que j'ai tout mis dans cette lettre-là. J'ai mis comment je me suis sentie, j'ai mis comment je me suis pas sentie aimée. J'ai dit que que je voulais établir une relation nouvelle avec lui, basée sur la confiance, basée sur une connaissance l'un de l'autre, etc. Et il a fait ce qu'il pouvait. Et c'était beau. Il m'a expliqué des choses personnelles à lui qui m'ont permis de le comprendre encore plus. Et je l'ai accepté pour qui il était. Puis on a pu avoir une relation dans les dernières années de sa vie qui était chouette. Donc, tu t'es fait offrir ce cadeau-là à travers ça. C'était comme même plus. C'était pas à la base C'était pas ton premier objectif avec la fête des pères, là, tu sais, de renouer tout ça, de faire ça. Mais il a pu voir aussi ton œuvre. Puis est-ce que ta sœur a comme suivi à travers ça, a suivi tes traces, a fait les mêmes démarches que toi, ou elle en a bénéficié à travers tout ça de ce projet-là? Oui, je pense qu'elle en a bénéficié. Elle a coproduit le film, alors je pense qu'elle en a bénéficié. Elle est beaucoup plus introvertie que moi, donc je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais je sais qu'elle est contente du film, puis je sais que quelque part, elle aussi, elle a grandi à travers ce cheminement-là. Parlons-en de la fratrie. Vous êtes deux filles. Oui, Est-ce que tu es l'aînée? oui, je suis l'aînée. Et L'aînée. mon père a eu 2 autres filles d'une autre union par la suite. OK. Et donc, tu disais monoparental avec donc 3 filles à la maison. Est-ce que ça vous a, parce que vous travaillez ensemble, ta sœur et toi, ça fait une relation particulière, j'imagine, de se tenir avec maman qui travaille beaucoup? Mhm, mhm. Oui, ça fait une relation extrêmement proche. D'autant plus qu'on travaille ensemble. Maman travaillait, mais il y avait grand-mère qui était à la maison. Puis ça, c'est assez commun dans les Mhm. familles afrodescendantes. La grand-mère est une figure extrêmement importante. Donc, j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère. Et dans la maison, c'était comme en Haïti, donc les portes étaient ouvertes. Donc, il y avait beaucoup de personnes. Ma maison, c'était un lieu central où les gens venaient prendre des cafés, venaient manger, venaient jouer au domino, venaient jouer aux cartes. Donc, c'était quelque chose de... c'était le fun. C'était magnifique. Bon, j'aimais pas toujours ça. Parfois, j'allais dans ma chambre parce que je voulais du silence. Mais c'est le fun. Chaque année, il y avait le barbecue à la Saint-Jean-Baptiste que ma mère organisait. Donc, dans la cour, on était, je sais pas, une 60aine de personnes. Ça finissait tard, on dansait, on mangeait. C'était très agréable. C'était Des beaux très souvenirs. agréable. Tu as grandi à Montréal, on parle de stéréotypes. Oui. Tu as parlé justement là, du changement d'idée là, de la mort de cet homme-là aux États-Unis. Tu as grandi à Montréal. Tu as grandi, toi, avec quel stéréotype avec lesquels as-tu vécu
en tant que jeune fille, justement, d'origine haïtienne et tout ça? Tous. Les 3 dont je parle dans la fête des pères, dans le mythe de la femme noire, c'est des stéréotypes auxquels je pensais qu'il fallait que je me conforme. Donc, le stéréotype de Jézabel, donc la femme noire hypersexualisée, je pensais qu'il y avait une manière d'être, par exemple, belle, qu'il fallait que je sois mince, qu'il fallait que je sois belle, il fallait que je m'arrange d'une certaine manière. Tu sais. Donc l'apparence physique, la manière de me présenter au monde était primordiale, essentielle, travaillée presque. Puis c'était presque une stratégie de survie, quelque part, parce que je savais que je le sentais en tout cas que comme personne noire, je pouvais être traitée comme moins qu'eux par certaines personnes. Donc, le fait d'avoir cette manière de me présenter qui pouvait être vue comme respectable, que quelque part, ça allait me protéger. Ça allait freiner un peu plus les... Exact, les préjugés ou les actions négatives. Le stéréotype de la nounou, donc la femme qui prend soin de tout le monde, absolument, je l'ai intégré. Donc, c'est le stéréotype où on ne fait pas de vagues, où on est gentil, où on sourit. Puis moi, je sais que on m'a souvent dit que mon visage au neutre était... c'était pas le fun d'interagir avec. Donc, soit que j'avais l'air fâchée ou j'avais l'air triste. Donc, j'ai appris... Ça, c'est mon visage au neutre. Donc, j'ai appris à avoir un mini-sourire pour ne pas être vue d'une certaine manière, pour être vue comme peut-être approchable. Puis je me rappelle, dans mes premiers jobs que j'ai eus, j'étais celle qui était serviable, qui pouvait amener des cafés, qui pouvait amener des beignes, qui pouvait être la première pas la première à arriver, mais la dernière à partir pour montrer que je travaillais fort. Puis c'est vrai que je travaillais fort parce que j'avais aussi conscience que, comme personne racisée, il y avait le stéréotype de ouais, ils sont un peu paresseux, fait que je voulais prouver que non, moi, c'est absolument le contraire. Donc, je donnais énormément. Donc, ça, c'est pour la nounou. Et pour la femme hystérique, donc la femme en colère, j'étais absolument au courant de ce stéréotype-là. Donc, j'ai intégré le fait qu'il fallait quasiment pas que je me fâche, que je me plaigne, que je sois non problématique, que je garde tout à l'intérieur, puis que j'ai cette apparence de calme-là tout le temps. Donc, c'est toutes des choses que j'ai cultivées à l'adolescence. Puis ce film-là, Le mythe de la femme noire, c'est un film que j'aurais voulu voir à cette période-là. Donc, quelque part, je l'ai fait pour l'adolescente que j'ai été, qui était à la recherche de repères. De sa propre identité aussi. Exact. Puis ça m'a pris des années pour déconstruire tout ça. Des années. Puis je travaille encore aujourd'hui. Oui, parce que en t'écoutant, je me dis, tu parlais de le sourire, mais même ton timbre de voix en fait partie. Absolument. Ton timbre de voix est apaisant, Ouais. il y a une certaine retenue, Ouais. il y a il y a un contrôle, tu sais, comme une chanteuse qui contrôle sa voix, Ouais, là. ouais, Toi, ouais. puis c'est inné, là. Tu sais, c'est vraiment, donc c'est pas juste le sourire, là, il y a aussi tu sais, la tenue, ouais, on le voit, puis quand t'en parles, on le voit encore plus. Oui, exact. Puis c'est quelque chose... puis tu sais, ma mère, par exemple, elle m'a à 5 ans, OK, cours de ballet. Bon, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est vrai que dans ces cours-là, aussi, j'ai appris à contrôler. On contrôle la respiration, on contrôle son corps. Bon, c'est pas toujours bénéfique, les images des ballerines, parce qu'il y a un modèle qui est beau en ballet, qui est considéré comme beau, c'est le modèle de la fille filiforme, presque anorexique, etc., avec la poitrine plate. Je me rappelle qu'à l'adolescence, quand j'ai commencé à développer de la poitrine, je m'étirais pour être sûre que ce soit moins gros que ma mère et tout ça. Pas vrai? Oui, je l'ai fait. Parce que je voulais ressembler à ce modèle filiforme-là. Puis je confirme. Puis moi, je me lavais comme il faut pour en avoir. Moi, c'est
tout comprends. Oui, il me disait, lave-toi comme ça, t'en vas mettre. Elle t'a dit que j'en voulais. Hey, c'est-tu drôle? Oui! Longtemps, c'est simple d'avoir mais c'est fou comment on peut être... Complètement. Puis pareil pour, est-ce qu'on peut en parler? Mes fesses? Ben Mon oui. derrière, OK, bon. En ballet, il faut en avoir le moins possible. Puis ma maîtresse est toujours, rentre tes fesses, rentre tes fesses. Puis j'étais comme, mais c'est ça mes fesses rentrées. Parce que comme femme noire, on a une autre morphologie Ben oui. que d'autres. Moi, je suis comme un 2x4, là, mais... J'ai pas de fesses. Ils sont là, mes fesses. Mais c'est vrai parce qu'effectivement, tu sais, c'était pas comme au ballet, c'est comme on disait, la première ballerine, là, ben, c'est ça. Tu sais, c'est celle-là qui se démarque et puis toute la pression et je dirais même la misère pour en arriver là. Puis un corps de ballet, parce que quand j'étais petite, comme beaucoup de petites filles, je voulais être ballerine. Puis à un moment donné, j'ai vu une entrevue d'un professeur, je pense qu'il était russe, puis il disait... moi, dans le lac des Cygnes, il faut que dans le corps de ballet, donc les femmes qui sont derrière, qui ont leur magnifique tutu blanc, il faut que tout le monde ait la même couleur. Puis il avait dit, à un moment donné, après les vacances d'été, il y en a qui sont revenus super bronzés, puis je leur ai dit qu'elles avaient 2 semaines pour perdre leur bronzage. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il me dirait à moi? J'aurais donné 2 mois. Fait que je me suis dit, OK, peut-être que j'appartiens pas du tout à ce monde-là. Puis dans un corps de ballet, tu sais, elles sont pas mal similaires. Elles ont la même, à peu près, hauteur, la même forme et tout ça. Donc, j'ai compris que, bon, il fallait peut-être que je trouve une autre avenue. Une autre avenue. Oui, c'est ça. À moins de faire, là, je dis à la blague, là, mais casse-noisette... Ouais, c'est ça. Dans un costume, ouais, c'est ça. Fais la noisette. Oh là là. Mais tu parles aussi 4 langues. Oui. Quelles sont ces langues-là que tu parles et Français. comment c'est arrivé à ce Ouais. que tu les apprennes? Ben, le français, bien sûr. Oui. L'anglais, parce qu'il faut. Le créole, parce que je suis d'origine haïtienne. Puis le portugais, parce que j'étais allée au Brésil, qui est un pays que j'adore, puis je suis retournée plusieurs fois. Donc, par la bande, je comprends un peu l'espagnol, parce que le portugais du Brésil ressemble beaucoup à l'espagnol d'Amérique du Sud en particulier. Donc, je suis allée au Brésil il y a très longtemps pendant mes études. J'ai travaillé avec une organisation, c'était avec Québec sans frontières à l'époque, puis c'était une organisation on appelait ça une ONG, donc une organisme non gouvernemental, qui envoyait des jeunes un peu partout au monde pour travailler dans différents lieux. Moi, c'est le Brésil qui avait été pigé pour moi, et j'ai travaillé avec d'autres jeunes aussi dans des favelas. C'était à Rio. C'était à Rio. Et il y a un groupe qui s'appelait Afro Reggae à l'époque qui travaillait avec des jeunes des favelas qui essayaient de les faire sortir de la misère reliée au narcotrafic à travers les arts. Donc, ils leur apprenaient la musique, la danse, différents arts. Puis, à travers la discipline que ça demande, certains jeunes, effectivement, arrivaient à s'en sortir. Donc, c'est fascinant. Donc, j'ai dû apprendre le portugais parce que personne ne parlait anglais ou français. Et c'était une langue... j'avais de la misère. On avait pris quelques cours à Montréal. J'avais de la misère, mais rendu sur place, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau quand tu n'as pas le choix. Tu veux communiquer. Exactement. Puis c'était à quelque part une prémisse à tes documentaires aussi. Effectivement. Sans le savoir. Effectivement. Tout ce qui est travail à travers les arts pour essayer de transformer les choses, effectivement, c'est quelque chose que je veux absolument faire avec mes documentaires. Puis, tu as dû retrouver, parce que c'est ce qu'on disait justement avant le podcast, c'est que peu importe partout dans le monde, des fois, on vit des choses différentes, mais il y a des choses qui se ressemblent aussi. Tu sais, on parle, mettons, d'ici à Montréal, avec les gangs de rue, quoi que ce soit, ou ailleurs dans le monde, tu arrives là, puis c'est ce qui se passe pour des jeunes aussi, puis tu sais, qui doivent s'en sortir, puis qui se retrouvent là. Tu sais, quand même que ça soit justement au Brésil, que ça soit au Québec, que ça soit à New York ou peu importe. C'est ça. C'est des jeunes qui arrivent là puis qui doivent composer avec ces difficultés-là. Puis qui ont besoin de... Puis d'avoir des gens aussi, j'imagine, qui arrivent de l'extérieur. Est-ce que, là, tu disais, on était jeunes, est-ce que vous faisiez aussi office comme de modèle un peu ou... Je pense pas. Non. Je pense pas. C'était plus comme intervenant ou comme aide ou...
C'était plus comme complément, parce OK. que c'était très clair dans notre travail avec Afro Reggae qu'on ne voulait pas arriver avec une mentalité de colonisateur quelque part, de montrer, de dire que... Ou de travailleur social non ouais, plus. c'est ça, de dire qu'on fait mieux au Canada ou... C'est vraiment les arts, là, d'essayer de les connecter à autre chose. Exact, exact. Puis c'était vraiment un travail d'interrelation, interculturel. Donc, nous, on amenait notre culture, puis eux, ils nous donnaient, à un moment donné... Il y avait un échange. Oui, il y avait un vrai échange. On avait appris la capoeira avec eux. C'est un art martial brésilien. La musique, la samba, la danse. Puis je me rappelle un moment donné, un de nous voulait leur apprendre le rigodon. Les ils ont regardé, c'est comme, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ne comprenaient même pas le rythme. C'est drôle. Venez le 24 juin chez ma mère, là, vous allez voir c'est quoi. Oh là 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 là. Non, mais c'était bien. Puis les favelas, il faut comprendre qu'au Brésil, c'est des sortes de ghettos, si on veut, sur les montagnes, en hauteur. Puis c'est comme une ville dans une ville. Ils étaient, la favela où on était, je pense que c'était 25 000 dans cette favela-là. Puis c'était même pas la plus grosse. Je pense que ça s'appelait Vigario Gérard, cette favela-là. Puis ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, ils sont ghettoisés. C'est des gens qui sont ghettoisés. Ils ont leur propre pharmacie dans la favela, ils ont leur propre épicerie, ils ont appris à s'organiser à l'intérieur d'un système qui les met de côté. Puis, comme on voit en France. Exactement. Puis à l'intérieur de ce système-là, oui, il y a des trafiquants de drogue, mais il y a aussi autre chose. OK, oui, c'est ça. Parce qu'ils sont quand même 25 000. C'est pas 25 000 vendeurs de drogue. Non, là. non, Puis, non. Ce sont juste des gens qui sont pauvres. En fait, plus pauvres que la majorité. Puis ils n'ont pas pu s'intégrer parce qu'ils sont dans une société qui ne veut pas les intégrer. Donc, il y a beaucoup de barrières, effectivement. Il y a beaucoup de barrières, on ne va pas généraliser. Parce que justement, le premier réflexe, c'est étais-tu en danger? Non. Ben, en fait, je ne me suis jamais sentie en danger, mais il faut dire qu'on était avec ce groupe-là au Brésil avec qui on se promenait partout. Puis il nous disait de ne pas s'éloigner. Donc, de ne pas s'éloigner. OK, de ne pas s'éloigner, parfait. Ce n'était pas un lieu touristique. On n'était pas à Copacabana. Là. On était dans une favela. Ah oui, c'est ça. Tu n'es pas en train de faire le festival de Rio. Exact. Ouais. Donc, il fallait quand même être vigilant. C'est quoi les prochains sujets que tu voudrais voir, que tu voudrais aborder dans parce que là, tu dois avoir d'autres projets de... Mais mon prochain projet, c'est un film que j'ai tourné ce printemps. Le titre temporaire, c'est En scène. Je ne sais pas s'il va garder ce titre-là, mais pour l'instant, on est en montage. Il va sortir dans 1 an. C'est mon premier film de fiction. Donc, c'est une histoire d'amour entre un homme noir et une femme blanche. Et ce que ça fait ressortir, cette relation-là, c'est tous les biais inconscients que l'un a par rapport à l'autre. Donc, j'utilise encore une fois le cinéma pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est en relation, puis qu'on se met et qu'on a conscience ou qu'on se met des barrières projetées par rapport à la non-reconnaissance de l'autre. Bon, c'est peut-être trop complexe ce que je viens de dire, mais je vais le dire autrement. Quand on est face à une personne qu'on considère étrangère, souvent on la voit comme justement étrangère. Tandis qu'à travers mes films, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse se reconnaître l'un dans l'autre. Moi, quand je regarde, à un moment donné, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai vu des films de Kurosawa, donc un japonais. Puis j'arrivais à me reconnaître dans les samouraïs japonais parce qu'ils passaient à travers des émotions humaines que je ressentais. Des valeurs, aussi. Exactement, que je ressentais aussi. Fait que pour moi, de pouvoir regarder un film japonais puis de dire « Ah, moi aussi, tout à coup, cette personne-là n'était plus un étranger. Ça avait beau être un homme japonais, je me reconnaissais en lui comme femme noire. Puis j'ai réalisé que le cinéma avait ce pouvoir-là de briser les barrières. Fait que ce film-là, En scène, c'est ça. C'est comment ce couple-là se met des barrières qui les empêchent d'être vraiment en relation. Fait qu'à travers le film, on va voir comment ils arrivent ou pas à briser ces barrières. Est-ce que tu abordes aussi les stéréotypes, justement encore les stéréotypes? Absolument. Oui, c'est ça là-dedans, parce que c'est là. C'est ça, un homme noir qui arrive avec une femme blanche, il y a le stéréotype des autres femmes noires, etc. Puis, donc, tu abordes ça aussi. Oui, mais c'est une fiction, donc je n'apporte pas de manière frontale, mais c'est là.
Ça fait partie du paysage, de l'écosystème du film, effectivement. Puis est-ce qu'il y a d'autres projets auxquels tu penses? Y a-tu des choses que tu disais, ça, là, mon best, c'est ce que j'aimerais faire? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Moi, je suis comme toi, là. Tu sais, tu me disais qu'avec les années, il y a plein d'idées qui sortent. J'en ai plein. 22 prochaines vies. Oui, 22 prochaines vies, effectivement. Puis avec le temps qui passe, c'est sûr que je n'aurai pas le temps de tout faire parce qu'il y en a qui naissent tous les jours. Fait que c'est sûr que je n'aurai pas le temps de tout faire. Fait que je dois y aller avec je dois y aller avec les priorités. Ou avec, parce qu'un film, c'est des années d'investissement. Mhm. Fait que pour pouvoir durer les 3-4 ans que ça prend pour faire un film, il faut tellement qu'on y croit, il faut tellement qu'on soit en amour avec, il ne faut pas qu'on soit fatigué d'en parler. Donc, c'est ça mes critères, si on veut. Ça vous habite là, pendant des années pour 1 heure ou quelques minutes devant à l'écran. Mais est-ce que ça vous fait vivre durant ces 3, avec justement les subventions, c'est ça qui vous permet de vivre ou vous devez faire, c'est ton rôle d'actrice qui va t'aider à aller... Oui, tout m'aide, tout m'aide. Moi, je gagne ma vie en faisant tout. Donc, autant le métier d'actrice que le métier de productrice, que de scénariste, que de réalisatrice, il y a tout ça qui m'aide. Et puis, une gestion financière importante. Bien serré pour justement, je dirais pas vivre de ses rêves, mais vivre pour être capable de réaliser ses rêves, Exact. effectivement, de continuer. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les années à venir, professionnellement, mais aussi au niveau personnel? Bien, on me souhaite la santé parce que c'est... et l'énergie qui va avec, parce que ça demande tellement d'énergie. On n'a pas idée à quel point. Peut-être vous le savez parce que vous avez tout ça là, que vous avez bâti, mais ça prend un niveau d'énergie extrême qui fait que ça, c'est la base. Donc, on me souhaite ça. On me souhaite aussi la persistance, donc l'amour que ça prend du métier pour pouvoir continuer. On me souhaite... je suis mariée maintenant. Ah! Ouais. Un bébé? On verra. Mais depuis 2022, donc on souhaite que ma relation amoureuse continue. Les bébés, on verra, parce que j'ai des fibromes, puis c'est plus compliqué avec ça comme condition. Donc... On ne sait jamais, on lance ça dans l'univers. En tout cas, on te le souhaite, certainement. Et quel message tu lancerais justement aux jeunes femmes noires qui veulent réaliser, là, qui ont encore ces stéréotypes-là? Parce qu'on le sait, hein, on fait un film, ça fait bouger des choses, mais après ça retombe, on revient dans nos anciens patterns, tout ça. C'est quoi les plus beaux messages ou le message d'espoir que tu leur laisserais? Je leur dirais que le travail sur soi, c'est le travail qui va leur durer toute la vie pour tous les domaines qu'ils font et puis que c'est tellement important. J'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai fait de la thérapie. Je sais que tout ça, c'est tabou, mais il faut le faire parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de pression. Des pressions familiales, des pressions sociales, des pressions politiques, plus la pression intérieure qu'on se met. Donc, tout ça, c'est tellement important de le déconstruire, c'est tellement important de s'en détacher et on ne peut pas y arriver seul. Ça prend un travail hyper important pour pouvoir le faire. Puis à partir de la force qui est retirée de ce travail intérieur-là, là, aborder des projets, ça devient tellement plus facile, ça devient tellement plus aisé de passer à travers les nombreux obstacles et les obstacles qui vont être extrêmement challengeants au niveau personnel puis au niveau familial. Pour pouvoir les traverser, ça prend ces outils-là. Donc, c'est ça que je leur dirais. Je leur dirais que c'est tellement important de passer à travers ce processus-là. Puis, c'est pas besoin de passer à travers le processus avant d'aborder le travail. Non. De faire ça en même temps. Parce que moi, je me rappelle dans mes premiers films, parce que je faisais ce travail-là en même temps, je retournais, soit en thérapie, de développement personnel, puis je disais, il m'arrive ça, puis on arrivait à dégager ensemble qu'est-ce que je dois retirer de ça. Un obstacle. Au fur et à mesure, Exactement. au lieu d'accumuler puis de s'encarcaner dans quelque chose. Exact, hein. Parce que ces choses-là, c'est ça qui arrête les gens de réaliser leurs rêves, je pense.
Puis en plus aussi, des fois, c'est plus facile de rester dans un carcan, etc. Puis ces jeunes femmes-là, mais on peut parler des jeunes hommes aussi, Oui, là, bien parce sûr. que bon, tu sais, c'est quand même une pression, comme tu disais, c'est des années en arrière qui arrivent avec un bagage de communauté, un bagage d'ancêtres, etc. Donc, puis c'est dans tes gènes, là, tu sais, Oui, c'est pas juste dans les modèles d'adultes que tu as, puis dans les modèles de ton village ou de ta communauté, c'est vraiment là, c'est vraiment... puis je pense pas qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Là. Des fois, il y a absolument. certaines réactions que les gens ont parce que, justement, les ancêtres ont été tellement omnibulés par ça ou ont tellement été ostracisés par Oui, certaines choses que ça habite encore après. absolument, absolument. Puis c'est de croire en quelque chose aussi. Certaines personnes vont aller à l'église, d'autres vont aller voir des mentors, d'autres vont aller vers d'autres voies, mais c'est important de croire à quelque chose aussi de Mhm. plus grand que soi. Parce que ça aussi, ça permet de pouvoir traverser ces obstacles-là, puis de se voir à l'intérieur de cette chose-là à laquelle on Mhm. croit. En tout cas, je te souhaite de vivre toutes ces belles choses. Avoir un enfant, je te souhaite vraiment beaucoup aussi. Mhm. Mais des fois, la vie fait en sorte que on est capable de nourrir un certain besoin, peut-être pas d'une façon qu'on aimerait, mais d'une autre façon. Mhm. Mais je sais que tu vas faire d'autres beaux documentaires, des films qui vont aider ta Oui. communauté, mais aider le monde en général. Mhm. Alors vraiment, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation parce qu'on en a appris beaucoup sur toi puis de tes réalisations. Et tu sais que je remets des diplômes à la fin de Oh! de mes podcasts parce que je suis quand même un prof, hein, fait que je remets des certificats. Et la plupart n'écoutent pas mes podcasts jusqu'à la fin, donc c'est toujours une surprise. Mais c'est vrai parce que... Donc, certificat d'engagement décerné à Ayana Ocean. C'est comme ça qu'on le prononce. Ocean, oui. Parfait. Alors, pour ses multiples talents d'actrice, de réalisatrice et de productrice, pour les nominations et les prix prestigieux remportés, pour la lumière qu'elle pose sur les vérités qu'on étouffe encore trop souvent, pour les femmes qu'elle fait parler et les silences qu'elle transforme en chants d'espoir, pour les pères qu'elle réhabilite dans la tendresse et la présence, pour la mise en lumière d'une communauté qui attend à découvrir et à transmettre, pour son regard humaniste ancré dans l'écoute, la bienveillance et la justice, pour sa voix de réalisatrice qui traverse les frontières et relie les cultures, pour la force tranquille avec laquelle elle aborde les sujets sensibles sans détour ni peur, pour la rigueur de son art soutenu par le courage de ses convictions, pour son engagement à montrer la beauté du réel, même dans ses sombres, dans ses ombres, c'est trop. Donc, pour sa capacité à redonner un visage à l'amour, à la diversité et à la famille sous toutes leurs formes, pour ses œuvres qui ont su émouvoir, éduquer et faire réfléchir, parce qu'il nous rappelle que filmer, c'est aimer le monde assez pour vouloir le comprendre. Mon Dieu, c'est magnifique. Merci. Merci tellement. Wow. Alors, continue de filmer Wow. et de réaliser et de produire. C'est magnifique. Merci. Je vais le mettre sur ma petite table où je mets toutes les... Merci de changer le monde à ta façon. Merci, Claudine. Toi aussi. Merci pour ton travail. Des fois une petite... on sème ça, chacun on sème des petites choses. Exact, exact. Chaque goutte est importante dans l'océan. Et ça fleurit de quelque façon que ce soit, puis ça apporte à un tel, une telle. Puis... Donc, on fait notre devoir. Alors, je te remercie pour ça, puis je te souhaite de continuer. Merci.